Ce qui m'a amené à la guitare, c'est un hasard. J'étais à l'anniversaire d'une de mes sœurs, j'avais 10 ans, et le DJ passait des disques évidemment, et il a passé un album des Shadows avec un titre qui s'appelle Shadowy, et je suis tombé en arrêt devant ce titre-là. Et donc, très gentiment, le DJ m'a offert l'album. Donc, je suis rentré à la maison, mes parents se sont marrés parce que les Shadows, c'était plutôt les groupes de leur époque à eux, donc de la mienne évidemment. Donc on a été acheter 2-3 albums qui circulaient à l'époque. J'ignorais complètement que parallèlement à cette époque-là, les Shadows cartonnaient toujours en Angleterre, ils étaient numéro 1 des ventes, alors qu'ici c'était totalement oublié. Et donc je me suis mis à écouter ça, et puis j'avais une petite guitare en plastique qui d'ailleurs ressemblait à celle de Marvin, une Strat rouge. Et puis mon père m'a dit, parce que mon père joue de la guitare, mais il n'était pas trop sur le coup pour m'apprendre à jouer, il n'était pas beaucoup là, puis bon. Mais il m'a dit, écoute, plutôt que de faire semblant de jouer de la guitare, joue vraiment. Donc il m'a acheté une petite guitare coréenne assez catastrophique, parce qu'à l'époque on n'avait pas pour des petits budgets des bons instruments comme maintenant. Et puis j'ai appris là-dessus tout seul, je ne connais pas le solfège, je ne connais toujours pas. Ça s'entend, diront certains. Donc, j'ai appris avec cette petite guitare-là. Et puis, je faisais des progrès. Donc, après, il m'a acheté une copie de Fender, une Rockman, un truc japonais. Et puis, 2 ans et demi plus tard, on m'a offert une vraie Strat. Et j'avais eu un petit ampli entre-temps. Et donc, j'ai appris comme ça à l'oreille, en déchiffrant les standards de Shadows, ce qui était pas mal, parce que comme c'est que de l'instrumental, il y avait beaucoup à apprendre. En plus, Marvin joue magnifiquement, donc il y avait plein de choses à faire. Donc, j'ai appris comme ça. Puis après, j'ai écouté d'autres choses aussi, bien sûr. Eric Clapton, un peu plus tard, parce que j'ai commencé c'est en 79, mais un peu plus tard, Dire Straits, Pink Floyd, plus des Anglais que des Américains, j'avoue. Je trouvais les Anglais plus mélodieux dans le jeu. Après, je me suis intéressé à des trucs plus bluesy, plus anciens, comme B.B. King ou tout ça. J'ai jamais été trop fan des guitaristes qui jouent à 250 à l'heure. J'admire beaucoup la technique qu'ils ont, ils sont très très brillants, je serais incapable de faire ça, mais c'est pas très grave parce que ça me fait pas très envie. J'admire beaucoup, mais enfin Van Halen encore, c'était plutôt intéressant. Mais les trucs comme je sais pas Paul Gilbert aujourd'hui, il est époustouflant. En même temps, enfin je vais pas être sympa, mais je trouve les accords des morceaux c'est un peu lourdingue. Et pour moi c'est un peu à la guitare parce que le tuning est à l'automobile quoi. C'est quand même un peu, j'en mets partout, ok, mais bon. Je trouve pas que c'est un charme terrible. Après, le type est monstrueux et j'admire énormément ses capacités, mais sa musique me touche pas. En tout cas, ça, peut-être qu'il fait d'autres choses en dehors, mais quand c'est uniquement de la démonstration et de se dire je joue la gamme à 272 à l'heure et je suis meilleur parce que l'autre l'a joué à 268 à l'heure, ça produit sur moi un effet assez mesuré. Quand on s'intéresse à ça, pour Hank, on voit que les gens qui lui rendent hommage, enfin la liste elle a tombé par terre, quand on voit David Gilmour qui explique qu'il a voulu jouer sur une Strat en tout cas à cause de Marvin, Mark Knopfler pareil, Jeff Beck qui dit que 90% des raisons pour lesquelles il fait de la musique c'est les Shadows, Pete Townsend des Who, des groupes dans tous les sens, Jimmy Page, George Harrison qui avait une phrase qui était très courte, qui était très simple, qui disait No Shadows, no Beatles. Donc c'était pas mal. Clapton qui dit que c'est le groupe de rock idéal, les Shadows. Paul McCartney qui se déguise en Marvin dans un de ses clips. Aux États-Unis où ils sont pourtant moins connus, des gens comme Frank Zappa, comme Neil Young, comme Jimi Hendrix. Enfin voilà quoi. Mais c'est sans fin les hommages qu'il y a sur Hank. C'est normal parce que c'était le premier guitar héros qu'il y a eu en Europe. Donc, et comme en plus il a démarré à 16 ans et demi, il n'est pas tellement plus vieux que Clapton, ils ont 4 ans de différence, mais il a commencé 8 ans avant. Et donc tous ces types-là apprenaient la guitare en jouant à Apache, Foot Tapper, je sais pas quoi, des Shadows. Ils ont démarré tous comme ça, ils faisaient tout. C'est Queen aussi, ils avaient un groupe qui faisait du Shadows, Jimmy Page aussi. C'était que des groupes qui clonaient les Shadows, ils mettaient des fausses lunettes avec des verres neutres pour ressembler à Marvin. Ils faisaient les pas de danse comme les Shadows, ils jouaient le répertoire des Shadows. Ils ont tous commencé comme ça, tous ces gens-là. Donc toute cette génération-là, effectivement, est très admirative. Et puis ça s'est transmis après à d'autres plus jeunes. Je lisais l'autre jour un article sur la jeune nana, j'ai oublié son nom, une Australienne qui jouait avec Michael Jackson lors de sa tournée, hélas, avortée. Et qui disait qu'elle avait piqué beaucoup de plans à Hank, parce que voilà, et donc je ne sais pas quel âge elle a 22 ans, mais oui, c'est un type il a inventé un son qui est éminemment reconnaissable,
c'est presque un cliché, quoi, on veut faire 60s, et c'est une icône en Angleterre. Il y a une pub à la télé en ce moment en Angleterre, parce que Hank Marvin, c'est une expression en langage slang cockney, là, pour dire, au lieu de dire I'm starving, qui serait je suis affamé, on dit I'm Hank Marvin. C'est un jeu de mots à l'anglaise. Et donc il y a une pub à la télé, là, en ce moment, qui passe, où on voit des écoliers anglais qui sortent dans la rue, ils sont 300, ils ont tous des lunettes, une strate rouge, on entend Apache. Et puis ils rentrent chez eux et la maman dit à un des élèves, elle dit mais you must be Hank Marvin, c'est-à-dire que tu dois avoir très faim. Il mange un gâteau, il redevient normal. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, s'il fait partie du patrimoine à un point qu'on n'imagine pas du tout ici. Ça représente là-bas les Shadows avec Cliff Richard, c'est un peu comme Johnny ici, quoi. C'est des monuments à peu près partout sauf en France. Avec leurs musiciens plus que... Enfin, parfois avec eux, parfois avec leurs musiciens. J'ai commencé... Quand j'ai 14 ans, j'ai fait une première tournée, en fait, professionnelle, où il y avait justement dans le spectacle un moment qui rappelait... qui était un clin d'œil aux années 60. Et donc, il y avait des chansons, des ballets, des choses. Et moi, je venais jouer 3 morceaux instrumentaux des Shadows et des Ventures. Walk Don't Run. Et puis... après ça, j'ai fait des séances du studio avec Michel Bernol, qui était l'arrangeur de Michel Berger. Et donc de là, j'ai débarqué avec des gens comme Jannick Top, enfin les équipes musicales de ces gens-là, j'avais 15 ans là. Il y avait rarement d'autres guitaristes. Quand on m'appelait, je faisais toutes les guitares, alors bon. Puis j'en ai fait pendant un certain temps, mais après, quand j'ai eu 19 ans, j'ai monté ma boîte de prod, pour des raisons bassement matérielles qui étaient que mon comptable m'a dit que j'allais payer trop d'impôts. Alors j'avais pas trop de sous, donc j'ai mis, à l'époque il fallait faire 50 000 francs, j'avais mis ma guitare, mon ordinateur, tout ça pour faire le capital. Et j'ai monté ma boîte qui existe toujours, qui a un peu grossi depuis. Et donc je faisais des séances, non il n'y avait pas de concurrence, ça les amusait beaucoup, ils aimaient bien je crois. Et puis en plus on avait les mêmes influences, parce que par exemple Paganotti, c'était un fan de Marvin, donc il savait que j'avais appris en jouant les trucs des Shadows, et eux aussi. Alors on avait 20 ans d'écart, mais on avait le même background, on va dire. Enfin bon, après, Top, il évoluait sur d'autres choses. Mais enfin, c'était marrant. Non, ça se passait très bien. Très, très bien. La première chose, c'était que jouer dans les séances pour les autres, c'est très bien. Mais d'abord, il faut être beaucoup sur la brèche relationnellement pour qu'on pense à toi et t'appeler. C'est pas trop mon truc d'essayer de me vendre, machin. Ensuite, faut pas se le cacher, il faut faire le poids. Et moi, il y a des choses que je savais faire, je crois, correctement, c'est pour ça qu'on m'appelait, mais il y en a d'autres. J'ai fait un bœuf avec les Gypsy Kings une fois, j'étais très content, parce que les mecs jouent comme des brutes, hein, c'est terrible, hein, ils jouent magnifiquement. Sauf que moi, flamenco, rien, quoi. Donc je jouais des plans qui n'étaient pas dans l'esprit, ça les amusait bien. Mais s'il avait fallu que je fasse une tournée avec les Gypsy Kings, j'aurais été très mal. Mais c'est le cas de plein de guitaristes, enfin, on n'est pas... Bon. Personne sait tout faire, hein. Enfin j'en connais pas, qui sachent tout faire bien partout. Bon. Donc moi en tout cas je sais pas tout faire, donc je pouvais pas faire ça, et puis j'avais envie de faire mes propres trucs, et j'avais enregistré des morceaux instrumentaux, et tout le monde, les gens des maisons de disques que j'avais pu croiser en studio, m'avaient dit, écoute Jean-Pierre, s'il y a une chose qu'il est certain que tu ne vendras jamais, c'est la guitare instrumentale, donc oublie ça, parce que ça ne sert à rien, c'est impossible. Chante. Alors j'ai essayé de chanter, j'ai fait des trucs, j'ai fait un duo avec Laurent Voulzy, parce que je travaille avec lui, enfin bref. Et puis je chantais pas super bien, mais c'était pas si mal, mais c'était pas non plus inoubliable. Et voilà, et donc j'ai continué à faire de la guitare instrumentale, et ça sortait à l'étranger, parce qu'en France on n'en voulait pas. Donc j'ai fait des disques en Scandinavie, dans les pays nordiques, aux Pays-Bas, en Angleterre. Et voilà, et en fait, en France, ça a été plus long. C'était plus long, parce que les maisons de disques en voulaient pas. Ils en veulent toujours pas d'ailleurs, mais ils veulent de rien de toute façon, comme ça c'est simple. On m'a appelé, à ma grande surprise. Je pense que c'était lié au fait, tu parlais tout à l'heure de Stratosphérique, qui a eu des prix. Alors, il faut relativiser, hein, les prix américains. Aux États-Unis, c'est pas du tout la mentalité qu'on a ici. Ils ont un sens de la valorisation beaucoup plus exacerbé. Et donc, il y a des prix partout pour tout. Alors, ces prix sont très sympathiques, ça me fait plaisir, mais c'est pas non plus l'événement du siècle. En plus, c'était des prix donnés par une association qui parlait de guitare instrumentale. C'est pas comme si j'étais en concurrence avec Madonna et U2. Hein. Bon, faut relativiser, ça fait plaisir, mais c'est pas non plus l'événement du siècle. Cela dit, le fait qu'il y ait ces prix, je pense, a
peut-être donné l'idée à Sony, avec qui je travaillais moi comme producteur en France, mais pas comme artiste, je faisais pas de disques à cette époque-là ici. Sony a fait une compile voilà, de guitares au profit de la lutte contre la polio. Et donc, peut-être qu'ils se sont dit ça serait bien d'avoir des gens d'autres pays, je ne sais pas si c'était ça. Et bref, donc ils m'ont appelé, ils m'ont demandé de donner un titre pour l'album, ce que j'ai fait. Voilà, et c'était, oui, c'était très sympathique de se retrouver au milieu de ces gens-là. Alors on n'a pas joué ensemble, hein, mais on était tous sur le même disque. Et c'était vachement bien, bien sûr, ouais, ouais, c'était rigolo, c'était très rigolo, très flatteur en tout cas. Non, consécration, non. C'est juste que c'était rigolo de... Moi, quand j'avais 15 ans et que je mettais un album d'Eric Clapton et que j'essayais de comprendre ce qu'il jouait, c'était rigolo un jour de voir son nom à côté du sien sur un disque. Même si ça n'impliquait pas que je sois à la hauteur du tout, Dieu sait pas, d'Eric Clapton, mais ça fait plaisir évidemment. Après, consécration, non, parce que je j'ai jamais eu de plan de carrière et tout ça, donc je suis pas... je passais plus de temps à produire des disques qu'à faire les miens. Mais j'étais très heureux de ça, évidemment. Mais oui, très heureux, fier, tout ça. Mais j'ai pas pris ça au pied de la lettre en me disant ça y est, je fais partie du groupe là où il y a Clapton ou jamais d'avis. Mais enfin, ça fait plaisir, oui. Non, je crois pas. Je crois que j'ai été précurseur en rien du tout. Mais j'ai eu de la chance. J'ai eu une chance qui était que. Enfin, une chance pour laquelle un peu battu quand même. Mais ce qui se passait, c'est qu'il y a beaucoup de disques instrumentaux qui sortent de très grande qualité, mais qui passent à l'as au niveau des médias parce que c'est pas un genre que les médias favorisent. L'idée de Guitar Connection, en fait, Sony, quand ils ont vu que je faisais des albums à l'étranger, que j'avais eu parfois un petit succès à l'étranger, j'ai eu des disques d'or dans quelques autres pays, en Angleterre ou aux Pays-Bas ou tout ça, ils se sont dit, ah bon, mais alors t'es vraiment musicien, parce qu'ils me connaissaient comme producteur, moi. Et je dis, bah oui, alors bon. Et ils cherchaient des idées un peu différentes de ce qu'ils faisaient d'habitude. Donc j'aurais proposé cette espèce de concept, c'est un grand mot, mais enfin bon, d'un album qui regrouperait quelques reprises de standards et quelques originaux aussi, il y a un tiers d'originaux, et avec le DVD qui montrerait comment jouer ces morceaux-là avec un lien vers les tablatures sur Internet, sur mon site. Je crois pas que j'ai inventé quoi que ce soit, franchement. Par contre, ce qu'on a eu, bon, peut-être le fait de regrouper les deux, c'était pas mal, mais je crois pas que c'était si nouveau que ça. En tout cas, la chose différente qu'il y a eu sur ce disque-là, c'est pas du tout qu'il était meilleur que d'autres, il y en a plein qui font ça parfaitement bien. C'est que, étant donné le parcours de production que j'avais chez Sony, je me suis battu, c'était très compliqué, ils ont annulé le projet 4 fois, mais pour obtenir un gros marketing sur le disque. Et c'était là pour le coup la première fois qu'un disque de guitare instrumentale, qui plus est avec un volet pédagogique, se retrouvait avec une énorme pub télé sur TF1, RTL2, je sais plus, Carrefour, enfin c'est moi qui ai ramené tous ces gens-là parce que Sony ne voulait pas le faire. Et comme moi, comme producteur, j'avais l'habitude de travailler avec des médias, j'ai été voir TF1, j'ai été voir, c'était RTL2 je crois, après on a étendu à M6, même France 3, parce qu'il y avait le Tour de France et il y avait une audience énorme, donc voilà. Et on a eu une grosse pub télé, et donc Sony au départ ne pensait pas que l'album rentrerait dans le top des 100 en vente d'albums, ils pensaient qu'on ne pourrait pas aller avec la guitare instrumentale. Et on est rentré 7ème du top 50, et après on était 2 semaines numéro 1, et on est resté 5 mois et demi dans le top. Et quand le PDG de Sony m'a remis le disque d'or, il m'a dit, mais comment t'as fait? Et j'ai dit, mais j'ai simplement, on a mis les pieds dans le plat avec un truc qu'on propose jamais à personne. Et c'est pas que ce soit meilleur que les autres, c'est juste que bah, c'était le seul qu'il y avait. Parce que c'est pas que des disques comme ça n'existent pas, c'est que les gens ne sont pas au courant qu'ils existent. Alors là, pour une fois, ils allumaient leur télé, ils disaient, ah bah tiens, il y a ça qui existe, et puis ils passaient à Carrefour, Leclerc ou à la Fnac, et puis bah, il y avait des piles comme ça, des présentoirs, des machins, donc ils ne pouvaient pas passer à côté. Donc là, du coup, ils l'achetaient, pas parce qu'il était meilleur, mais parce que c'est le seul dont ils étaient informés. Et l'originalité, je pense, c'était ça vraiment. Et Sony n'en voulait pas. Encore une fois, ils ont annulé le projet, ils n'y croyaient pas, ils pensaient qu'on pourrait vendre entre 7 et 8 000 disques. On a fait assez sensiblement plus. À titre perso, des ennuis, des jalousies, des problèmes, des choses un peu personnelles qui sont arrivées qui ne sont pas très gaies. Parce que y a des gens jaloux, il y a des gens un peu idiots, ça va avec généralement. Il y a aussi le fait que
C'est un répertoire supposé être anglo-saxon, la guitare instrumentale. Aussi bien les hits que je reprenais que les morceaux originaux étaient dans un style qui n'était pas très franco-français. Que peut-être des gens se sont dit, mais pourquoi un français comme ça il va avoir du succès alors qu'il y a plein de guitaristes américains qui sont meilleurs et que, je sais pas. Donc bon, après il y a eu une certaine demande médiatique, jeu un peu people, machin, que j'ai pas voulu jouer parce que ça m'intéressait pas trop. Mon ego se passe très bien de ma photo dans Télé 7 jours, je m'en fous totalement. Donc j'ai refusé un certain nombre de choses comme ça. Et voilà, voilà. Mais bon, c'est pas un drame, disons que la notoriété pour la notoriété n'est pas une chose qui me motive et c'est pas une chose dont je pense qu'elle n'amène fatalement que des bonnes choses. Il n'y avait pas de suite prévue à Guitar Connection puisque Sony pensait que ce serait un four et qu'ils l'ont laissé sortir pour me faire plaisir en disant tiens vas-y fais mumuse avec ton hobby du dimanche là. Parce que par ailleurs je produisais des disques qui marchaient bien mais qui n'avaient rien à voir, c'était pas moi en tant qu'artiste, donc ils m'ont laissé faire mumuse. Et puis devant le carton du disque, ils m'ont dit bien sûr on veut un volume 2, ce qui n'était pas prévu. La problématique c'est que le répertoire instrumental, purement instrumental, qui existe, est beaucoup moins porteur en France. C'est-à-dire que, par exemple, les Shadows, il y a Apache dans Guitar Connection, les Shadows, ils ont 12 numéros 1 en Angleterre, mais qui sont moins connus ici que Apache. Et donc, si j'avais refait un autre album avec que des hits instrumentaux, c'était moins porteur. Donc Sony m'a demandé de prendre quelques instrumentaux, il y a aussi des chansons dans lesquelles il y a des grosses parties de guitare, comme Hotel California ou Live and Let Die, et d'adapter ça pour, voilà. Parce que ça m'embêtait un peu, parce que je n'avais pas envie de faire de la musique d'ascenseur. On s'en est pas trop mal sorti, mais c'est pas ce que je préférais. En même temps, c'était compliqué. Et puis du coup, j'ai appelé Laurent Voulzy, que je connais depuis longtemps, avec qui j'avais déjà travaillé, pour faire une version de My Song of You, qui est une mélodie que je trouvais très belle et très jouable à la guitare, on va dire. Laurent fait la guitare nylon des arpèges, et puis je fais la mélodie. Avec Hank, on a repris un standard des Shadows, Kenny Vram, qui joué à 2 guitares, donc ça tombait bien, mais je l'ai laissé faire le solo parce que, voilà. On s'incline. Et puis j'ai fait un duo avec papa sur une reprise des Beatles que mon père a démonté dans un groupe de rock qui s'appelait les Panthères en 62, je crois, où il était guitariste rythmique. Et voilà, alors ça avait peu de rapport avec la plage romantique ou Kilimanjaro, mais il adore le rock et tout ça. C'était un fan des Shadows, justement. Et donc voilà, il est venu faire la guitare rythmique dans une reprise de While My Guitar Gently Weeps des Beatles sur l'album. Voilà, c'était sympa quoi, d'avoir des collaborations comme ça. Oui, il y a un volume 3 chez Warner parce que c'était compliqué. Sony, la direction de Sony a changé. On devait faire un Olympia qui a été annulé. Enfin, la nouvelle direction n'était pas très chaude sur le projet malgré les ventes. Le deuxième album était pas numéro 1, mais était 8e du top. Ce qui pour un disque de guitare instrumentale reste inédit. Mais voilà, et moi j'avais dit que je voulais pas faire de la musique d'ascenseur et jouer Céline Dion à la guitare. J'ai rien contre Céline Dion, mais j'avais pas envie de faire ça comme ça. Et donc j'ai proposé de faire un disque chanté, justement un peu à la Rock Collection, la chanson de Laurent, avec des reprises avec des plans de guitare, etc. Sony voulait pas, et Warner m'a dit oui, donc je suis allé chez eux, puis finalement, une fois qu'ils m'avaient dit oui, ils sont revenus en arrière, ils voulaient pas non plus, donc j'ai refait un disque instrumental. Peut-être moins réussi, mais qui a marché bien aussi quand même, donc voilà. Mais après, j'avais plus envie de continuer, on a fait une compile. Je voulais pas continuer parce que j'avais pas envie de jouer voilà, les derniers tubes à la guitare, ça m'intéressait pas trop, quoi. Oui, mais il y a beaucoup de Français aussi, hein. Il y a Louis Bertignac, il y a Paul Persson, il y a Axel Bauer, il y a Michael Jones. Il y a Nono. Il y a Nono, il y a Woolsey à nouveau, il y a Anne Ducrot, chanteuse de jazz magnifique, il y a un tas de gens, puis j'ai fait venir des jeunes, puis il y a des guitaristes de studio que le grand public ne connaît pas, mais qui sont des monstres absolus, comme Basile Leroux, comme Pierre Chérès, comme d'autres. C'était très rigolo à faire. Ouais, je crois qu'il y a 24 invités, il me semble. Et puis j'avais réuni des musiciens, j'ai André Ceccarelli à la batterie, des gens comme ça, enfin voilà, c'était un vrai bonheur. Il y a peu d'artistes qu'on ait ratés. Il y en a un ou deux qui n'ont pas pu venir pour des raisons de planning, comme Brian May par exemple, qui a très gentiment mis un petit mot dans le livret. Mais on fera peut-être autre chose plus tard. Mais on s'est raté à cause
l'histoire du volcan islandais qui a bloqué les avions pendant 3 semaines. Il n'était pas en Angleterre à cette époque-là, il était dans un pays de l'Est pour faire le casting de We Will Rock You, la comédie musicale de Queen. Il devait faire un aller-retour à Paris, puis ça n'a pas pu se faire. J'ai raté Steve Gadd, le batteur aussi de Clapton, pour la même raison. Mais tous les autres sont venus. En fait, non, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé des gens, soit des gens que je connaissais bien. Au tout début, l'album n'était pas fatalement caritatif. Je vais faire un disque de blues, et je me suis dit, ce serait très prétentieux d'aller faire un disque de blues du genre, voilà, je vais apporter quelque chose à l'histoire du blues. Rien du tout. Donc, c'est indubitable, les gens ont fait ça tellement bien. Donc, je m'étais dit, je vais faire un truc entre potes, justement à la façon Rock Collection, que je n'avais pas pu faire sur Guitar Connection 3. On voit bien dans la chanson de Laurent, quand il reprend les chansons des Beatles et tout ça, c'est pas par prétention pour dire voilà, je vais vous montrer comment moi je chante les Beatles. C'est vraiment l'ambiance avec des copines qui tapent des mains, qui chantent, qui crient. Donc je voulais faire un truc entre potes, comme on ferait à la maison en sortant les guitares après un bon plat de pâtes. Donc c'est ce que j'ai fait, et puis je me suis dit comme ça au moins c'est pas prétentieux. Puis après, quand un certain nombre d'artistes très célèbres ont accepté de venir, je me suis dit mon Dieu, les gens vont penser que j'essaie de faire ma pub sur le dos de ces gens-là. Donc j'ai dit bon de toute façon on va donner tout l'argent. Donc en milieu de course, le disque est devenu caritatif pour une cause qui me tenait à cœur depuis longtemps. J'avais déjà produit des disques caritatifs en tant que producteur, pas comme artiste. J'avais fait un des Bouddha Bars au profit d'Amnesty International, des choses comme ça. Et je me suis dit que la lutte contre le sida, c'était une bonne chose, parce que les gens ont tendance un peu à croire maintenant que tout est réglé, c'est pas le cas. Et donc voilà. Et donc j'ai réuni tous ces gens-là, et ça s'est magnifiquement passé. En fait, j'ai rien choisi pour Art of the Blues parce que ma première idée était une très mauvaise idée. Je m'étais dit, on va faire des rythmiques de blues et je vais inviter plein de guitaristes, on va faire des buffs, puis je mettrai les playbacks sur internet et je ferai jouer les internautes et les meilleurs iront sur le disque. Universal a refusé ça, pour des raisons de droit, ils ont eu peur que... problème de contrat, machin, bref. Donc j'ai dû réduire ce choix-là à des artistes invités. Et puis je me suis dit, on va faire 15 morceaux de blues avec que des mecs qui font des solos, aussi brillants soient-ils, ça va être insupportable, ça va être très chiant. Donc, mais le problème c'est que j'avais déjà enregistré les playbacks, en une journée avec Ceccarelli et tout ça, sauf 3 titres, j'avais fait 15 titres. Et là je me suis dit, bah, je vais prendre les playbacks qui existent, et je vais voir si on peut mettre des chansons connues dessus, comme le blues c'est toujours la même grille. Alors dans certains titres ça allait, j'ai pu caser Rock Me Baby sur un, j'ai pu caser Sweet Home Chicago sur un autre, etc. Il y a des titres, je trouvais rien. Alors j'ai dû écrire des mélodies dessus. Le problème c'est qu'il n'y avait pas de refrain parce que c'était un buff de blues. Il y a des fois un pont. Donc par exemple le trio que j'ai avec Bertignac et Beverly et Joe Scott, qui est venu chanter bien mieux que je ne l'aurais fait, c'est une chanson que j'ai écrite, mais en fait j'ai écrit sur ce qu'il y avait. En fait il n'y a pas de refrain. Il y a un couplet, un pont, mais ça passe bien finalement. Et après j'ai rajouté 3 titres. Revolution des Beatles, et puis 2 trucs un peu rock'n'roll, un medley et une reprise de Hound Dog d'Elvis, pour avoir des titres un peu plus rentre-dedans, parce que le blues c'est bien, mais c'est souvent un peu en demi-teinte, et je voulais, voilà. Et donc, il y a des trucs, ça se voit pas, le duo avec Axel Bauer, ce Rock Me Baby, on se rend pas compte que c'était pas prévu pour être cette chanson-là, ça passe bien finalement. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça, complètement au hasard. J'ai pas trop réfléchi à ça. En fait, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que les maisons de disques ne voulaient pas de composition originale parce qu'ils considèrent que ça se vendra pas. La deuxième raison, c'est que mes critères de composition sont un peu élevés parce que si je retiens un modèle de compositeur, c'est Paul McCartney. Donc inutile de dire que si j'écris quelque chose derrière, j'ai juste envie de me suicider. Donc c'est pas la peine que je l'enregistre. Et la troisième raison, c'est que j'ai dû être un peu feignant et que voilà. Ce qui est dommage juste là-dedans, c'est que je sais, enfin je pense savoir moi qu'il y a des trucs que j'ai écrits qui sont de très loin le meilleur de ce que j'ai fait, qui sont jamais sortis, et c'est dommage. Peut-être qu'un jour je prendrai la peine de m'y mettre, mais maintenant je suis quasiment à la retraite, c'est fini. Mais non, je ferai peut-être des choses. Mais les maisons de disques ne voulaient pas. On a beau vendre des disques, à chaque fois ils pensent que c'est un coup de bol et que le prochain ne se vendra pas. Donc non, mais s'il n'y a pas de titres connus, on ne fait pas. Et alors, ben, c'est bien, mais du coup, alors soit on fait rien, soit on fait un disque et on trouve, voilà. En même temps, reprendre Rock Me Baby avec Axel Bauer, ou jouer Apache, ou jouer je ne sais pas quoi, c'est un bonheur, parce que c'est des morceaux d'enfer. Donc c'est très bien. Je ne dis pas que mes interprétations apportent grand-chose aux morceaux, ça dépend. Il y a des morceaux, j'ai suivi vraiment
je sais pas, pour Appa, j'ai essayé de me rapprocher du son d'époque qui est tellement mythique, c'était rigolo de retrouver ça. Pour d'autres morceaux, j'ai repris Come Together des Beatles, j'ai fait un truc qui n'a aucun rapport avec l'original, et je me suis plus amusé peut-être avec ça. Après, bon, ça dépend. Mais j'ai pas pensé que mes compositions avaient un aspect indispensable dans l'histoire de la guitare. J'ai zappé. Oui, 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 c'était l'idée d'ailleurs. En fait, j'ai produit 1800 disques, il n'y a pas que des albums, mais il y a une partie qui sont des compiles là-dedans, que j'ai produit au sens où elles sont sorties. Mais enfin oui, j'ai produit beaucoup de choses très différentes dans tous les genres. Au début, j'avais pas de sous, donc j'ai accepté, y compris des choses honteuses et inacceptables. Mais j'assume complètement parce que c'est de toute façon intéressant professionnellement. C'est-à-dire que on peut produire une merde musicale, mais avoir une expérience intéressante ou peut-être une rencontre humaine très, très bien. Donc c'est pas, j'ai pas mis mon ego là-dedans. Et produire des disques, d'abord en soi, c'est très intéressant, c'est très confortable, parce qu'on produit le truc, puis après le bébé, il vit tout seul. On n'a pas à assumer la promo, on n'a pas à assumer l'image. Moi, il m'est arrivé souvent de me balader au Virgin Megastore, voir des gens acheter des disques que j'avais produits. Ils savaient évidemment pas que c'était moi. J'avais pas à assumer de savoir si ça allait leur plaire ou pas. J'étais tranquille. Et puis pendant que l'artiste faisait la promo, moi j'étais déjà en train de produire autre chose. Donc c'était bien. Et puis il ne faut pas se le cacher, produire des disques, quand on a la chance d'en avoir quelques-uns qui marchent, ce qui n'est pas évident, mais ça peut financer aussi des projets peut-être plus risqués qu'on n'aurait pas pu faire si on n'avait pas eu ce côté-là. Je sais que chez Sony, ce qui m'a permis de faire Guitar Connection, c'était à la fois le succès de disques que j'avais fait comme guitariste à l'étranger, et aussi le fait que comme producteur chez eux, j'avais vendu, je ne sais pas combien, 8 ou 9 millions d'albums comme producteur, et que ça me donnait un crédit que je n'aurais pas eu si je débarquais avec mon CD de maquette, quoi. Voilà. C'est assez injuste d'ailleurs, mais bon. Oui, en fait, j'ai pas inventé l'idée, j'aurais bien aimé, mais c'est une idée qui existait en Angleterre. Ils avaient des disques, donc des budgets, c'est-à-dire. Ce qui se passait, c'est que moi j'ai eu une discussion un jour avec le PDG de Sony en disant on ne peut plus vendre des CD qui ont 35 ans à 20 euros, enfin à l'époque à 140 francs. Je dis, on ne peut pas, parce qu'un album des Doors que le type a déjà en vinyle, va falloir quand même se calmer. Alors Sony avait fait une collection qui s'appelait Nice Price, qui était à 89 francs. Et je leur disais, écoutez, moi je rentre d'Angleterre parce que je venais de faire un album là-bas. Et voilà, on trouve des CD à 40 balles. Et le jour où les Anglais vont passer un accord avec la Fnac, Carrefour et Leclerc, vous êtes morts. Et Sony a hurlé, il s'est dit comment, mais nous on n'est pas des épiciers, on brade pas nos artistes. Et je leur ai dit, bah écoutez, le faites pas avec les vôtres, faites-le avec les miens. Donc on a fait une collection qui s'appelait CD Malin, on a sorti 138 albums, où il y a de tout, mais il y a des choses extrêmement respectables. Et c'était d'ailleurs aussi une chance, par exemple, c'était quand même la première fois qu'on plaçait des albums de Miles Davis chez Carrefour. Sinon, on ne les aurait pas mis parce qu'ils considéraient qu'on ne les vendrait pas, sans doute à raison. Le fait qu'ils soient à 39 francs, ils se sont dit, ah bon. Et donc, il y avait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai racheté les droits d'artistes français ou étrangers que je n'avais pas produits, mais dont j'ai racheté les droits. Donc, j'ai pu mettre là-dedans des artistes comme James Brown, Bob Marley, mais aussi Pavarotti, enfin des choses de grande qualité, des grands classiques aussi de la chanson, et Georges Brassens, des choses comme ça, qui sont donc anciennes, mais très, enfin moi je trouve, très grande qualité. Des trucs aussi plus populaires, j'avais Stone et Chardin, mais j'étais très content de le faire parce que, outre le fait que je suis copain avec leur fils et que ça me faisait plaisir, c'était juste que je trouvais que la démocratie, c'est d'arriver chez Carrefour et de trouver Pink Floyd, Mozart et Annie Cordy, et puis personne ne force personne, on achète ce qu'on veut, mais il faut qu'il y ait de tout. Et le fait d'avoir ces disques moins chers a permis d'envoyer, enfin d'adresser au public des albums auxquels ils auraient pu accès, mais pareil, des choses beaucoup plus pointues. On avait mis dans une autre collection que j'ai fait après chez Warner, le Grateful Dead. Je veux dire, pour trouver un disque du Grateful Dead chez Leclerc, il faut se lever de bonne heure. Mais là, il y était. Donc, je trouve que c'était bien. Ou Jefferson Airplane. C'est-à-dire, jamais on mettait un disque comme ça dans la grande distribution. C'était le moyen de le faire. Donc, je trouvais que le jeu en valait la chandelle. Redonner vie, ça serait prétentieux, c'est pas ça. L'idée, c'était simplement qu'il y a eu pendant longtemps, c'est moins le cas maintenant, il y a eu pendant longtemps des artistes qui étaient sous-valorisés, on va dire,
et dont le catalogue était surtout présenté sous forme de compilation, ce qui est très respectable. Il y a d'excellentes compilations, hein, quand on a 20 titres merveilleux de blues, c'est super. Mais il y avait des albums qui n'étaient pas réédités, et l'idée c'était de les rééditer avec un mastering qui soit refait et que techniquement ce soit de bonne qualité, parce que ce n'était pas toujours le cas, avec peut-être une meilleure pochette, un meilleur packaging, et puis un meilleur prix. Donc ramener sur le devant des bacs de disques des albums qui étaient plus travaillés par les maisons de disques, qui se disaient bah, ces 4 albums-là, on s'en fout, on va les compiler, on va faire un best-of, et voilà. Alors qu'il y avait dans les albums, en dehors des tubes, peut-être des chansons intéressantes, et que les gens n'y avaient plus accès. Donc c'était ça l'idée. Ça permettait aussi donc, de faire aussi des compiles. Et puis il ne faut pas se le cacher, les droits qui viennent de ça permettaient aussi de financer d'autres projets plus novateurs peut-être. C'est devenu compliqué parce que le marché du disque est moribond. Internet propose des choses intéressantes mais encore peu rentables. Bien qu'il y ait un signe c'est que le top des ventes, le top IFOP jusqu'en 2010, c'était uniquement donc, le top physique, etc. Depuis 2011, on a le droit de faire référence au top iTunes d'une façon officielle, ce qui montre que ça prend vraiment du poids. Mais le marché est très disparate comme ça. Ce qui peut retenir mon attention, bah, c'est un truc qui va me plaire déjà. En tout cas maintenant, ça m'est arrivé de produire des trucs qui me plaisaient pas beaucoup quand j'étais jeune et affamé, mais j'essaie plutôt de produire des choses qui me plaisent et aussi de ne pas faire rêver les gens, c'est-à-dire de produire des choses dont je pense qu'elles ont une chance de trouver un public, parce que engager quelqu'un sur un projet pendant 1 an pour que ça reste sur son étagère après, c'est peut-être pas lui rendre service non plus. Donc voilà, après j'ai pas de critères spécialement, j'ai travaillé avec des gens tellement différents, pas que dans la musique, j'ai produit Elikaku, c'était pas musical, mais ça me plaisait beaucoup à faire. Donc non, c'est au coup de cœur et puis à l'aspect peut-être un peu réaliste en me disant bon, ça peut intéresser les gens. Puis après on fait ce qu'on peut, on fait pas de miracle. Là, j'ai produit beaucoup de flops aussi, il faut pas se leurrer. J'ai aucune prétention littéraire, hein, soyons clairs. Par contre, j'écris mes bouquins moi-même. Beaucoup de gens qui se les font écrire. Je les écris moi-même, c'est pour ça qu'ils ne sont pas à l'Académie française, mais au moins je les écris moi. Non, en fait j'ai toujours aimé ça. J'aimais bien les trucs un peu littéraires. Même quand j'étais môme, je lisais Achille Talon, qui est la bande dessinée la plus littéraire sûrement qui soit. Et en fait j'adore Sacha Guitry, et je connais bien sa vie, son œuvre, j'ai collectionné des manuscrits, des choses. Et donc, à une époque, j'avais fait un bouquin qui rassemblait des citations sur les femmes, de Guitry et de plein d'autres. Ça m'amusait beaucoup, j'avais avoir quelques comptes à régler, et ça m'amusait bien. Et je trouvais que l'art de la synthèse de gens comme Guitry, quand en une phrase, ils vous disent un truc qui résume ce que vous auriez mis 2 pages à écrire, quoi. Je trouve ça très brillant, et il y a des phrases de Guitry qui sont tellement drôles. Je me rappelle dans un film où il parle à sa femme et il dit « Chérie, je me demande si tu ne joues pas un trop grand rôle dans ta vie ». Je trouvais ça très mignon, très méchant, mais très mignon. Et donc voilà, et donc j'ai écrit une bio de Sacha Guitry, et une deuxième qui sort là ces temps-ci. Et ça m'a beaucoup plu, j'ai adoré passer du temps en compagnie de ces gens-là qui ont un esprit tellement fin, tellement subtil. Ça me manque un peu ces temps-ci, parfois. Donc c'est très agréable. Puis après j'ai fait d'autres bouquins sur d'autres trucs, et j'ai fait un bouquin sur les Fender Stratocaster, qui est un peu l'Arlésienne parce qu'il n'arrête pas de devoir sortir et puis il sort pas, puis il ressort, puis il se fait en anglais, puis en français, enfin c'est un mélange, mais enfin il va arriver. Et ce serait rigolo, Marvin m'a fait la préface d'ailleurs, j'étais très fier. Et c'est un joli livre, et comme c'est une guitare que j'aime bien, je connais un petit peu, et j'en ai quelques-unes, alors j'ai écrit là-dessus, enfin voilà quoi. Le but, c'était pas d'écrire une biographie, ce serait très prétentieux, enfin une autobiographie. Le but, c'était J'ai eu la chance de croiser beaucoup de monde dans des domaines très différents, chez les artistes, mais aussi dans le monde politique ou tout ça. J'ai beaucoup de gens qui me disaient souvent... Enfin, je racontais des anecdotes, là, comme à table ou n'importe quoi. Tu sais, mais il faut mettre ça dans un livre, c'est tellement énorme. Et j'ai fini par faire un bouquin, non pas spécialement sur moi, mais sur des choses dont j'ai pu être témoin, des choses auxquelles j'ai pu participer, Et c'était un moment de ma vie où j'étais un peu à un tournant à plein de points de vue personnels, etc. Et donc j'avais fait ça au départ sans vouloir le publier. J'avais fait 20 livres comme ça pour les copains et la famille.
Et puis, je suis copain avec un éditeur de livres qui m'a dit mais il faut publier ça, c'est bien écrit, c'est drôle, et puis il y a des anecdotes tellement rigolotes. Donc on l'a sorti. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée d'ailleurs de le sortir. Mais enfin, le bouquin est rigolo. Il faudra que je donne ça à mes petits-enfants, quoi. Ça les amusera. D'abord, les listes, là, les histoires de grands guitaristes de je sais pas quoi, c'est complètement ridicule, ça veut rien dire, ça ressemble à rien. C'est très gentil, hein, on est content quand on nous met dans une liste. Mais ça n'a pas de sens, on n'est pas des joueurs de tennis ou de golf, donc ça veut rien dire. C'est rigolo, mais il y a aussi 50 000 listes dans lesquelles je ne suis pas, et puis tant mieux. Et puis si on devait retenir 30 plus grands guitaristes, je ne serais pas dedans, ce serait normal. Bon, c'est rigolo d'être dedans, mais je ne base pas ma vie là-dessus, puis heureusement pour moi. Après, les disques d'or, oui, j'en ai eu beaucoup, parce que j'ai produit beaucoup de disques, donc voilà. En plus, 178, ça doit être ça, oui. Mais c'est pas 178 disques différents, parce qu'il y a certains albums où tu vas voir, je sais pas, un disque d'or, puis un disque de platine, et puis un DVD, tu vas avoir, je sais pas, double platine, donc tu vas avoir, je sais pas, peut-être 4 ou 5 récompenses pour un même disque. Donc ça doit représenter peut-être une centaine de disques différents. Mais évidemment, ça fait toujours plaisir. Ce qui me fait le plus plaisir là-dedans, c'est que c'est le public. Parce que la profession, dans les maisons de disques, on a affaire à des gens de plus en plus incultes, arrogants et insignifiants, parce que ils connaissent rien à rien et c'est assez pathétique. C'est pas vraiment nouveau, mais on atteint des sommets là quand même. J'ai quand même eu l'exemple il y a 2 ans chez Warner, un type qui me demande de faire des trucs de musique classique, un coffret. Et j'ai dit on pourrait aussi faire un album par compositeur, par exemple un album de Mozart, etc. Et le mec m'a dit ouais, Mozart, est-ce qu'il y a assez de titres connus pour faire un album? Donc quand on en est là, j'attends pas grand chose des maisons de disques. Donc un disque d'or, ça fait plus plaisir parce que ça vient des gens, quoi, et on les force pas à aller chez Leclerc et à balancer 20 € pour acheter un disque. Hein. Donc ça me fait plaisir davantage. Ouais. Voilà. Après, je passe pas ma vie à regarder mes disques d'or, ils sont dans un coin. Bon, mais enfin, je suis très heureux de les avoir, mais je passe pas ma vie là-dessus. Les projets futurs, j'en ai peu. J'ai 1 ou 2 collaborations prévues. Peut-être des gens avec qui j'ai déjà travaillé. J'ai discuté avec Marvin l'autre jour, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Je suis toujours d'accord. Après, d'autres gens différents, peut-être plus étonnants, mais c'est pas fait, alors j'en parle pas. Je vais refaire un album. J'ai commencé à enregistrer des rythmiques pour un album un peu, je dirais, swing jazz. J'avais envie de trucs un peu plus soft, donc des trucs genre des morceaux de gens que j'adore. Moi, ce que j'écoute en ce moment, c'est j'écoute Louis Prima, les Andrews Sisters, Glenn Miller, et c'est formidable. Et donc, je vais reprendre des trucs comme ça, j'adore ça, et jouer, je sais pas, Chattanooga Choo Choo, la guitare, c'est super, quoi, c'est des morceaux extraordinaires. Donc, je vais faire un truc comme ça quand j'aurai un peu de temps. Pour l'instant, c'est pas prévu. En plus, je me suis blessé à la main. Déjà que je jouais comme un pied avant, alors maintenant. Non, c'est pas ça. C'est que les concerts, c'est très exigeant. J'ai pris une très mauvaise habitude dans mon métier qui était d'essayer de faire les choses, au moins techniquement, artistiquement, c'est très subjectif, mais techniquement pas trop mal, ou alors de pas les faire. La problématique, c'est que pour les concerts, si on fait de la guitare instrumentale, on n'est pas très aidé pour avoir des moyens un petit peu sympathiques. Et plutôt que de les faire pas bien, là, bon, j'en ai fait pas mal à une époque. Et puis, depuis que l'Olympia a été annulé pour Guitar Connection, parce que la direction de Sony, la nouvelle direction, avait finalement trouvé que c'était pas une bonne idée, j'ai un peu mis ça de côté.